Bonjour à tous. Alors, c'est dimanche matin, donc voilà, c'est assez calme. Je vais faire un épisode qui va être un épisode court, très court même, qui va uniquement faire le point sur la fiscalité immobilière dans le cadre de la loi de finances qui est en cours de discussion. Comme beaucoup de choses sont dites sur le sujet, je vais faire voilà, une sorte de flash IMO très rapide pour dire où on en est exactement, parce que finalement, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont été votées. Allez, flash IMO de l'actualité de la fiscalité immobilière et de la loi de finances, c'est parti. Alors, on en est où? On en est où de cette fameuse loi de finances? Là encore, pour faire très rapide, mais quand même, je suis obligé de contextualiser. On a eu une première phase où le budget a commencé à être discuté au sein de l'Assemblée nationale. Il y a eu une pause à partir du 4 novembre où on a examiné le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, il s'est terminé mercredi dernier, il est parti au Sénat et donc les débats sur le projet de loi de finances ont repris depuis le 12 novembre, donc très récemment, et donc on est reparti pour voilà de nouvelles discussions. Il y a eu une pause ce week-end et vendredi, les députés ont eu le temps de voter un statut du bailleur privé. Je vais revenir dessus. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, on continue la discussion à l'Assemblée nationale, elle repartira ensuite au Sénat. Deux solutions, les sénateurs votent à l'identique des députés et pas de problème, mais c'est complètement improbable puisque les sénateurs ont déjà indiqué qu'ils modifieraient de manière profonde le texte de l'Assemblée nationale. On va aller donc vers une commission mixte paritaire. On forme un petit groupe de députés et de sénateurs et ils doivent ensemble essayer de trouver un accord sur un texte unique et commun à l'Assemblée nationale et au Sénat. Si ça échoue, ce qui est encore là très probable, c'est l'Assemblée nationale qui vote en dernier lieu et qui a le dernier mot. Voilà. Voilà ce qui va se passer maintenant. Ce qui veut dire une chose, c'est que nous sommes très loin de la fin de la discussion et que tout ce qu'on peut dire, on va y mettre quand même beaucoup de pincettes. Le 4 novembre, donc avant cette première interruption du débat sur le projet de loi de finances, a été votée une réforme de l'impôt sur la fortune, que l'on a appelée fortune improductive. Il s'agit de cibler donc en effet la fortune improductive. Alors, en quelques mots, parce qu'il y a des petits changements qui interviendraient par rapport à l'impôt sur la fortune immobilière. Je rappelle que depuis 2018, nous avons un impôt sur la fortune qui ne cible que les actifs immobiliers. Bon, c'était une réforme évidemment assumée. Alors là, cette fois, on fait rentrer dans l'assiette de ce nouvel impôt, on y ferait rentrer d'autres choses. Exemple, on y mettrait des objets précieux, évidemment les biens immobiliers, hein, mais on y ajouterait les objets précieux, pourquoi pas les voitures de collection, des bateaux, des œuvres d'art, des avions, des actifs numériques tels que de la crypto-monnaie, des liquidités, des placements financiers qui ne sont pas investis dans des entreprises ou des produits d'assurance vie, sauf celle en unité de compte. Donc là, il y a des choses un petit peu à préciser quand même par rapport à la fiscalité de l'assurance vie. Et évidemment, on ne viserait pas les biens professionnels. Bon, ça, pas viser les biens professionnels, c'est le vieux principe quand même depuis l'apparition de l'impôt sur la fortune en 1982 en France. Et cela dit, ça fait pas consensus, hein. Certains députés souhaiteraient cibler les biens professionnels, ce qui quand même serait ici problématique. Bon, l'autre truc qui est problématique, c'est ce ciblage d'actifs improductifs. Moi, il faudra qu'on m'explique ce que sont des actifs improductifs. Alors, on voit bien l'idée, hein,
nous ne sommes pas complètement stupides et je comprends il y a une intention qui peut être une intention louable là derrière, mais en gros, un actif improductif, ça sera un actif qui dormirait et qui n'aurait aucune utilité économique. Bon, mais la réalité elle est plus complexe que ça. Si moi demain, par exemple, j'ai une SARL de famille, admettons que dedans j'ai 2 biens immobiliers que je ne loue pas parce que c'est mon choix, que je souhaite les conserver, par exemple, pendant quelques années, parce qu'à un moment donné, je souhaiterais, voilà, avoir une activité de promotion immobilière, de démolir ces biens et reconstruire du neuf pour le louer, bah, ça veut dire que pendant un temps, mes actifs en attente, ils auront été qualifiés d'improductifs et ils auront été taxés. Alors que mon intention derrière est évidemment d'avoir une utilité quand même ici. Donc vous voyez que la définition, elle est quand même pas très évidente et ça pose un petit peu problème quand même cette absence de clarté dans la définition des choses. Ensuite, il y aurait des nouveautés dans cet impôt sur la fortune, nouvelle mouture en quelque sorte. On exonérerait la résidence principale jusqu'à 1 million d'euros, alors que l'IFI, jusqu'à maintenant, il n'exonère pas l'habitation principale, mais il admet un abattement de 30% de la valeur de la résidence principale. Et l'autre nouveauté, alors elle qui fait vraiment débat, jusqu'à maintenant on avait ce qu'on appelle un barème progressif comme l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire plus les revenus dans le cadre de l'impôt sur le revenu sont élevés, plus on monte dans les tranches des barèmes avec des taux de plus en plus élevés. L'IFI fonctionne aujourd'hui exactement de la même manière. On a un premier taux à 0,5%, puis on monte progressivement pour avoir un taux à 1,5%. Tout ça, ça serait remplacé par un taux unique à 1%. Et pourquoi c'est problématique? Ben en fait, quand vous remplacez un taux progressif par un taux unique, vous faites payer d'impôts davantage aux tranches qui étaient les plus basses de cet impôt et vous faites un gros cadeau fiscal aux tranches les plus élevées. C'est un petit peu le paradoxe de cet impôt sur la fortune dont moi j'ai pas bien compris la logique. Parce que il a été voté par le Parti socialiste. Alors on se dit que le Parti socialiste, il est très attentif à ce genre de choses, en théorie, hein, évidemment, en théorie. Donc là, vous voyez, vous faites un cadeau fiscal aux gens les plus riches, en gros. Hein, voilà, on va pas le dire autrement. Donc là, il y a un petit souci quand même de cohérence. L'autre problème que pose ce vote, c'est qu'il a mis en lumière l'impréparation d'un certain nombre de mesures mises sur le tapis par les députés. Alors, pareil, moi je suis pas quelqu'un qui va crier haro sur le baudet quand il s'agit de parler des politiques, mais là, moi souvent les bras m'en sont tombés quand j'ai lu ou entendu un certain nombre de propos. C'est qu'on a l'impression que cette loi de finances est une accumulation de mesures qui viennent à un moment donné pour faire plaisir. Voilà, il y a aussi un effet de communication, les groupes politiques qui essaie de se positionner médiatiquement, bon voilà, mais sans réfléchir, un, à la technicité des mesures mises en place, et deux, à leur impact. Par exemple, cet impôt sur la fortune, bon, tel qu'il a été voté il y a donc 15 jours environ, un petit peu moins, on ne sait pas combien il va rapporter. Et ça, je trouve ce constat dément. Ne pas savoir une mesure que l'on vote, combien elle va rapporter. Et là, il y a un écart entre une fourchette basse et une fourchette haute qui est suffisamment important pour que ça interroge et on se dit bah oui mais ça a été un peu positionné comme ça sans véritable réflexion. Alors on verra ce qu'il en est. En tout cas, voilà ce qu'il est dit en l'état sur ce nouvel impôt sur la fortune improductive. Autre élément, c'est le deuxième que je voulais traiter, le statut fiscal du bailleur privé. Alors on en parle depuis longtemps, il y a des mesures qui avaient été mises en avant déjà depuis de nombreux mois, j'en ai abondamment parlé dans plusieurs épisodes, je reviens pas là-dessus. Et là, ce vendredi, les députés ont voté un texte qui, en l'état, pourrait ne pas être modifié. Et donc la première question, est-ce que ce statut du bailleur privé, il est intéressant? Bof, pas trop. C'est-à-dire que là, on a pris la version light, très expurgée des ambitions qui étaient affichées au début par ce statut du bailleur privé.
Donc, on reste sur sa fin, hein, très, très clairement. Bon, pour résumer, on donnera un avantage fiscal pour encourager les particuliers à investir dans un logement pour le louer. Donc, de base, très intéressant. Quand on va un petit peu dans le détail de ce qui a été voté vendredi, on aurait un amortissement fiscal de 3,5% par an pour le logement neuf à loyer intermédiaire, 4,5% pour un logement social et 5,5% pour un logement très social. Clairement, on donnera un coup de pouce fiscal pour les bailleurs qui font un effort sur la modération du loyer qu'ils vont appliquer. Euh, Attention, l'amortissement fiscal, il est limité à 80% de la valeur du bien et 8 000 € par an. Ça, c'est un peu la douche froide quand même dans le dispositif. Et pour l'ancien rénové, c'est-à-dire vous achetez de l'ancien, vous faites des travaux, on aurait des taux qui seraient un petit peu inférieurs, 3, 4 et 5%, toujours dans le même objectif de louer des biens avec des loyers plus modérés, peut-être que le marché, tout ça, là encore, reste à affiner. On interdirait la location à des membres d'une même famille, ce qui ça me semble totalement logique, mais bon, passons. Qu'en dire? Il y a tellement de restrictions que c'est quand même pas exceptionnel. Je sais, il commence depuis vendredi à circuler des simulations de rentabilité en respectant ces mesures. Moi, j'en ai vu une où on serait sur une rentabilité à 1,60% à peu près sur du neuf. Honnêtement, si c'est ça à quoi on aboutit, ça, c'est pas ça qui va inciter à aller sur du neuf. Mais là encore, hein, ça reste quand même à affiner dans les semaines qui viennent. Bon, voilà en gros où on en est. Là où je veux être clair dans ce petit focus fiscal, c'est que tout le reste n'est pas d'actualité. On nous a assez abreuvé ces semaines dernières par des posts, des déclarations, etc., un petit peu péremptoires et définitifs qui nous disaient oui, ça y est, maintenant il va falloir attendre 5 ans avant de revendre sa résidence principale pour être exonéré sur les plus-values. Je prends un exemple parmi des dizaines. Parce qu'à un moment donné, ça avait été évoqué en commission des finances. Tout ça n'est pas d'actualité. Ça n'a pas été voté ou il y a eu un vote qui a été un vote contre ou ça n'a pas passé la barre de la commission des finances. Voilà. Donc finalement, concernant aujourd'hui la fiscalité immobilière en l'état de la discussion à l'Assemblée nationale, on a ces deux mesures que je viens de présenter principalement et il n'y en a pas d'autres. Voilà. Maintenant, je vais juste relever une phrase qui, moi, m'a fait bondir, parce que cette phrase, elle est absolument lunaire. C'est une phrase, c'est un peu la phrase de la semaine, même si je pense que c'est presque la phrase de l'année. Claire Lejeune, députée LFI de l'Essonne, qui a dit, concernant ce statut du bailleur privé, non, on peut pas le voter, parce que c'est une défiscalisation qui va encore bénéficier aux plus aisés, aux propriétaires. Désolé, Madame Lejeune, vous n'avez strictement rien compris. Il ne s'agit pas d'une mesure destinée aux plus aisés, il s'agit d'une mesure qui est destinée principalement à celles et ceux qui ont, par exemple aujourd'hui, que leur habitation principale, un logement éventuellement, et on veut les inciter à aller un petit peu plus loin. Pourquoi elle a rien compris, Claire Lejeune? Parce que quand on plafonne l'avantage fiscal à 8 000 €, vous vous doutez que si vous êtes, comme elle le dit, d'extrêmement aisé, cette mesure ne vous intéresse pas. Ce qu'on peut dire d'ailleurs, c'est peut-être un problème de cette mesure si on veut remettre sur le marché des logements parce qu'on en manque cruellement. Moi, ce genre de phrase me navre parce que c'est faux techniquement. Politiquement, ce n'est que de l'annonce politique, ce n'est que de la prise de position politique. Et je trouve qu'aujourd'hui, on meurt quelque part de cette idéologie extrêmement présente, mais pas que de LFI, hein, attention, beaucoup de partis sont un peu dans cette optique de n'être que dans la posture idéologique et on s'en fiche. Voilà, aucun intérêt. Moi, ce qui compte à un moment donné, c'est l'efficacité que l'on souhaite donner à tout ça. Bon, donc voilà le petit point que je voulais faire. Pour terminer, deux petites choses. Quand la loi de finances... alors, non, j'ai oublié. Prudence, hein, ce que je viens d'annoncer, c'est uniquement le vote à l'Assemblée nationale. Il y a le Sénat, il y a la commission mixte paritaire, et puis il y aura le vote définitif à l'Assemblée nationale.
l'eau a de quoi couler largement sous les ponts d'ici là. Donc on va rester très prudent sur la suite et même sur ce que je viens de présenter, qui peut soit ne pas se retrouver définitivement dans le projet de loi de finances, ou soit être remanié profondément. Donc, ce que je voulais dire, c'est que quand la loi de finances, elle sera votée définitive, évidemment, je consacrerai un épisode complet sur la question, voilà, et puis j'aurai aussi, peut-être le même, je ne sais pas encore, un épisode avec un invité, Pierre-François, que je considère être, alors Pierre-François, c'est le patron de Cataneo, qui est une société lyonnaise qui accompagne les investisseurs en immobilier. C'est quelqu'un dont j'apprécie la compétence, le sérieux, le recul sur l'analyse. Eh ben, on décryptera tout ça ensemble le moment venu, mais pas aujourd'hui parce que trop d'éléments sont méconnus. Et pour conclure, je vous signale juste que l'émission, l'agence, la série L'Agence reprend dans quelques jours. Alors pourquoi je parle de cette série L'Agence? Bah tout simplement parce que j'ai interviewé il y a 15 jours quelqu'un qui travaille, qui collabore à l'agence et donc ça sera l'occasion de découvrir les méthodes de travail de cette structure un petit peu particulière, très médiatisée. L'épisode, je pense que je vais le mettre en ligne dans une semaine ou deux. Et donc, on découvrira ça avec beaucoup d'attention. Et c'est bien parce que la personne qui s'est exprimée l'a fait de manière totalement transparente sur le fonctionnement de cette agence de la famille Kretz qui est devenue quand même extrêmement célèbre au fil de ces dernières années. Et ben voilà, mon point, mon focus, mon flash IMO fiscal sur la loi de finances est terminé. Je vous dis à très bientôt.